Bon, ben, c'est pas grave. En tout cas, c'était pas le but recherché de nous donner des titres de la chanteuse Zazie. Il fallait tout simplement retrouver le nom de Zazie qui se cachait derrière ce petit filet de voix. Bravo encore à vous, Gisèle, et vous repartez avec vos 2 places de cinéma UGC. On vous les envoie très rapidement à la maison. À bientôt, bonne semaine. 8h52 sur IDFM Radio Anguin. Encore toujours des bons plans avec IDFM Radio Anguin et demain mardi 13 février à 14h30 pour les seniors. C'est une après-midi mardi gras, karaoké, dansant à la salle polyvalente du Bois des Fontaines, exclusivement pour les seniors. Demain, vous allez vous éclater, vous allez bien manger, vous allez passer un moment convivial entre vous. Pour en savoir davantage, le 01 30 40 48 07. L'événement a lieu, je le répète, demain à 14h30 sur la commune d'Herblay, à la salle polyvalente du Bois des Fontaines. La commune de Franconville vous rappelle l'opération au piège jaune. Elle a lieu encore cette semaine jusqu'au 17 février. Si vous souhaitez vous mobiliser pour les pièges jaunes 2018, alors ne perdez pas une minute et vite retirez une tirelire dans le bureau de poste le plus proche de chez vous. Collectez des pièces et rapportez-la au plus tard le 17 février à la poste. Pour en savoir davantage sur l'opération piège jaune, don.piègejaune.fr. Quelques concerts sur le Val d'Oise et notamment demain pour les amateurs de reggae. Retrouvez un groupe mythique de légende, Morgan Héritage, demain mardi 13 février au Forum de Vauréal à 20h30. Ou pourquoi pas applaudir en cette fin de semaine, vendredi 16 février, on change de registre avec le groupe Electro Deluxe qui se produira ce vendredi 16 février à l'espace Innoventura à Garges-les-Gonesse. Nous vous rappelons toujours et encore le festival Image par Image, 18e festival de cinéma d'animation du Val d'Oise qui se poursuit. Et durant ce festival, vous pourrez notamment découvrir une exposition qui s'appelle Train-Train. C'est les 10 ans de cette exposition. Elle présente une sélection des travaux et films à destination des enfants issus du studio Train-Train, mais aussi une autre exposition dans le cadre de ce festival Image par Image, l'exposition Le cinéma d'animation en volume, avec un vernissage le 3 mars en présence de Pierre-Luc Grangeon. Vous découvrirez différents modules. L'exposition met en lumière. Vous faites valdoise.fr. Et pour refermer ce petit agenda des villes, à 8h55 sur IDFM Radio Anguin, je voulais aussi revenir sur la commune de Franconville qui vous propose une pièce de théâtre Rupture à domicile ce jeudi 15 février à 21h. L'auteur et le metteur en scène, c'est Tristan Petit-Girard, et il vous propose une pièce de théâtre complètement loufoque. Rompre n'est jamais agréable, alors pourquoi ne pas payer quelqu'un pour le faire à votre place? Pour en savoir davantage et réserver vos places, le site de la ville de Franconville, ville-franconville.fr. C'était l'agenda des villes sur IDFM Radio Anguin. Pourquoi tu m'as redonné l'info sur Issa Benda? Tu le regardes? Non, c'est bon. T'as préparé le son ou pas? Non, parce que j'arrive pas à le trouver. Ah, bah, tu me dis si tu ne l'as pas, je ne l'annonce pas. Issa Benda, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il chantait? J'ai une idée là. Non, je sais plus. C'est pas pratique. Schizophrène X. Schizophrène? Schizophrène Ta mère me X. kiffe en scred. Qui pense crède? Ta mère me kiffe. C'est qui ça? Issa Nouméa. Salut. Ta mère me kiffe en scred. Désolé jeune homme, je vous pousse un peu. Tu vas bien? Faut qu'ils ont pas. Refermez la porte, Salut, s'il ça vous va plaît, hein, parce qu'on va reprendre Ils le... arrivent. Bon, rien de neuf en Je vais circulation. rentrer. Rien de neuf en circulation.
Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue, asseyez-vous tout autour de la table. Voilà. Ah bah c'est bon. Et ben, On peut sortir. Ça va. Voilà. Voilà, très bien. Le jeune homme va se décaler. Il faut couper le portable. Allez. C'est beaucoup plus sûr. Ou en vivant. Ouais, ok. Hop. On a un flash à mettre. Ah oui, alors. La matinale referme ses portes. Je vous souhaite une excellente journée. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le bar de l'économie, présenté par Florence Sœur. Ah, qu'est-ce Non, que j'ai fait moi ce on va matin? pas mettre de son. Il aurait fallu que je le calme. Bon. 16h30 tout à l'heure, c'est ça 16h, moi j'avais demandé. 16h, d'accord. J'avais demandé 16h. T'inquiète pas, hein, t'avais largement le temps parce qu'il y a l'introduction de l'émission, le journal, le sport. On revient dans une demi-heure. Voilà, c'est ça. Conférences, rencontres et expositions. Renseignements 034 18 00 Pardon? On voit qu'on est filmé, donc il faut. Vous êtes filmé. Voilà. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h, retrouvez Je te calme plus. une belle chanson française d'hier à aujourd'hui. Alors Julien, par contre, en principe, avant que la start-up s'exprime, on lance un petit générique. Est-ce que vous l'avez? Le générique start-up. Ah non, moi c'est pas. Ils l'ont mis en dehors. Je sais pas où ils l'ont mis. Bon, si vous l'avez pas, c'est pas grave. On va regarder. Ouais. Et retrouvons Solène pour un nouveau point sur l'actualité valdoisienne. Après les intempéries de ce début d'année, place au nettoyage. Les habitants qui ont été touchés par la crue dans le Val d'Oise sont en plein nettoyage maintenant que le niveau de l'Oise a largement baissé. À Jouy-le-Moutier, la rue du Pré-aux-Moines et la rue de la Prairie ont subi d'importantes inondations. Le maire de la ville, Jean-Christophe Vérine, est passé voir les habitants samedi dernier afin de constater les dégâts et d'envisager d'éventuels aménagements. Afin d'être indemnisés par les assurances, les habitants conservent tout ce qui a été endommagé. Nous nous rendons à Auvers-sur-Oise maintenant, qui vient d'être puni par la préfecture. En effet, la municipalité vient d'être durement sanctionnée pour son manque de logements sociaux. Avec seulement 7% d'habitations à loyer modéré, la commune est très loin des 25% imposés par la loi. La ville devra payer plus de 341 000 € par an durant 3 années consécutives. Florence Dufour, première adjointe, assure qu'il est difficile de monter des projets de construction de logements sociaux en raison de fortes contraintes urbaines. Isabelle Mézières, la maire, entend bien faire des recours pour défendre sa position et rassure les habitants qui ne seront pas impactés par une hausse des impôts. À Roissy, les étudiants ont un projet très original, convertir le bruit des avions en énergie. C'est une technologie qui a déjà fait ses preuves en boîte de nuit et celle-ci est défendue par l'une des équipes lauréates du concours Player Airport organisé par le groupe Aéroport de Paris. Le concours vise à améliorer le fonctionnement de l'aéroport et la vie des passagers et qui a réuni près de 2000 équipes venant de 77 pays. Ce projet a permis à des élèves de l'école Arts et Métiers Paris Tech de prendre la 2e place dans la catégorie étudiants. Le dispositif est simple, des dalles piézoélectriques se posent au sol et permettent de récupérer l'énergie des mouvements pour la convertir en électricité. L'équipe a imaginé poser 70 000 lames le long d'une piste d'aéroport. L'énergie produite serait de plus de 200 MWh, ce qui correspond à la consommation annuelle de 50 foyers. À Parmain, on fait un premier bilan de la mise en place des caméras piétons. Depuis quelques semaines, la police municipale teste l'utilisation de petites caméras de poche. Selon Guy Pigné, l'adjoint au maire,
Ce dispositif permet aux agents de se couvrir en cas de débordement et de rassurer les personnes en face. Jusqu'à présent, les policiers n'ont jamais eu besoin d'appuyer sur le bouton de leur caméra, mais même sans utiliser leur appareil, ils assurent constater une réelle différence au quotidien. Il s'agit d'une protection qui est dissuasive car visible. Cet outil se développe dans tout le département. À Cergy, 4 policiers municipaux sur 35 viennent d'être équipés de la caméra embarquée. Le dispositif est en période de test jusqu'au mois de juin. Et enfin, vous connaissez peut-être Issa Doumbia, comédien et animateur. Il sera sur la scène du théâtre Sarah Bernard le vendredi 16 février pour son nouveau spectacle. Il se livrera lors de sa première consultation chez le psy pour une joyeuse schizophrénie. C'est vendredi prochain à 20h30 à Goussainville. Merci beaucoup Solène. Prochain point sur l'actualité proche de chez vous à 12h15. Très bonne journée sur la radio du bien-être. Ici, de toute façon, ça sert à rien de tester le micro parce qu'ils sont privés, ils sont bloqués là. Tu ne peux pas les tester. En fait, ils fonctionnent tous. Micro de Florence. Qui amène de l'eau ici, au secours? À bientôt. Hein. Merci à tout Christophe, à tout à À l'heure. tout à l'heure. Il y a Attention. les choux faites dans la cuisine. Ah si, ça passe. Cool. Ok. On y va dans On y va. 10 secondes. Solène. On y va, on y va. J'arrive. Antoine. Bonjour à tous, comment allez-vous ce matin? Merci Christophe, bonne journée, à tout à l'heure. Bienvenue à tous et à toutes au bar de l'économie pour une heure de bonne humeur et d'information avec Julien à la technique. Nos invités sont des passionnés, ils ont de l'esprit et du cœur. Suivez-les en direct, en vidéo via Facebook, page IDFM ou bien comme d'habitude sur la FM 98.0 ou par internet en web radio sur idfm98.fr si vous êtes à votre bureau. Les Français sont-ils bons à l'export? Comment se former au développement international? Et pour en parler, j'accueille tout de suite Michel Jonker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Commission internationale du MEDEF Île-de-France, mais aussi président du comité du Val d'Oise des conseillers du commerce extérieur et bien sûr du MEDEF Val d'Oise. À vos côtés, Frédéric Anfray, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Madicob. Vous fabriquez des équipements de sécurité contre l'incendie, pour le désenfumage naturel et pour l'aération des locaux. Et votre société est notamment représentée en Europe. On verra comment tout à l'heure. Grâce à votre adhésion à Stratexio, vous avez appris à mieux exporter. Vous nous expliquerez comment et qui est Stratexio. La start-up du jour, c'est Nextdoor SARL, représentée par Karim Bassiri. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé, c'est tout récent, janvier 2018, une application qui propose de rassembler les voisins, le voisinage. Vous nous expliquerez comment, pourquoi, tout à l'heure. Mais on va commencer la semaine doucement avec le trio Joey des Francisco pour Speak Softly Love. Temps de le mettre dedans. Il faut pas faire autre chose le matin. Ouais. Ça démarre tout de suite. Alors là, on fait 1 minute 30. Ok. Pas plus, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. De toute façon, il y a d'abord le débrief du week-end sportif. C'est pour ça que les invités, commences tout de suite, quelquefois... Tu commences tout de suite, oui. Mais Parce qu'après, en on vidéo, c'est que quand on parle. Ou- C'est tout le temps. Ah, c'est tout le temps. D'accord. C'est pour ça que je fais ça. On aura jamais fait avec pour les choses. Ça permet à tous ceux qui arrivent de Pontoise d'arriver tranquillou parce qu'ils sont tous en retard. Tellement il y a d'embouteillage. Sans regarder la vidéo, quand même. Sans regarder la vidéo dans la voiture. Oui, il vaut mieux pas. Mais on n'a pas tous des télés dans la voiture quand même. Parce que mettre la télé sur son téléphone en conduisant, c'est pas top. Hein. Mais j'ai vu des chauffeurs routiers qui le faisaient. Ça, c'est dangereux, je trouve. J'ai vu un article comme quoi c'était interdit maintenant, y compris quand le véhicule est à l'arrêt, de consulter son téléphone portable, à moins d'être garé sur une vraie place. Ah bon? mais ça, c'est oui. Pendant 30 secondes. En Blanc, dans la milieu de la route. Oui, oui, à blanc. C'est moi qui... Ne vous inquiétez pas. Le générique sera juste à la fin, du coup. C'est tout. Non, il fallait le mettre avant. Vous l'avez mis avant? Vous l'avez mis, oui. Ouais, donc c'est bon. Il n'y a plus de générique. D'accord, ok. Oui. C'est pas trop lourd. Ah oui. Et on y va dans 5 C'est secondes. quand toujours ce qu'on fait. Attention.
maintenant. Alors nous sommes lundi, c'est l'heure du débrief sportif du week-end avec Bruno Vigoureux. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Alors il y a des dimanches comme ça, au cœur de l'hiver, dont on attend beaucoup. On se frotte les mains à l'avance en se disant qu'il va forcément se passer quelque chose de grand dans le monde du sport. Et puis ce qui devait arriver, bien sûr, ne s'est absolument pas passé comme prévu. Pire que ça. Pour ce premier week-end des Jeux Olympiques, on attendait que notre porte-drapeau à Pyeongchang, Martin Fourcade, se transforme en porte-bonheur, puis en porte-médaille. Car, rendez-vous compte, Martin Fourcade était sur une série de 15 podiums consécutifs en Coupe du Monde de biathlon. Alors on attendait forcément le 16e, mais patatras. Dès le premier tir couché dans l'épreuve du sprint, le Français a gâché ses chances de podium avec 3 fautes. Résultat, une 8e place qui ne ressemble pas à grand-chose. Un échec incompréhensible pour le Français, un des grands favoris de l'épreuve. Lui qui rêvait de lancer l'équipe de France et de lui offrir sa première médaille d'or. Mais attention, car pour Fourcade, les Jeux sont loin d'être terminés. Cet après-midi, ce soir, heure de la Corée, mais cet après-midi pour nous, il va se lancer dans l'épreuve de la poursuite avec sûrement une folle envie de revanche. En fait, le bonheur est venu d'une jeune fille de l'Ariège, âgée de 19 ans, Perrine Lafont. En ski boss, elle est allée chercher la première médaille d'or de la France. Une médaille pleine d'émotions. Il y a 4 ans, au JO de Sochi, du haut de ses 15 ans, elle avait pleuré après avoir manqué ce rendez-vous. Hier, elle a aussi pleuré, mais ses larmes étaient magnifiques de fraîcheur et de spontanéité. Voilà, les Jeux sont donc bien lancés, on attend la suite avec impatience. Des médailles et des émotions, on en veut plein. S'il devait y avoir une médaille de la déception, elle reviendrait sans problème à l'équipe de France de rugby, encore battue hier, cette fois en Écosse. La semaine dernière, contre l'Irlande, elle a failli gagner un match qu'elle a logiquement perdu. Hier, elle a perdu un match qu'elle aurait dû gagner. Une nouvelle défaite, une de plus, la 8e consécutive, qui plonge les hommes du sélectionneur Jacques Brunel dans un interminable tunnel sans voir la moindre lumière. Dans 15 jours, les Bleus tenteront de sauver leur tournoi en recevant l'Italie au Stade de France. Le seul adversaire qui semble à leur portée avant de recevoir la redoutable Angleterre et un voyage ensuite au Pays de Galles qui s'annonce mouvementé. Un mot de football pour finir. D'abord pour dire que l'équipe du Val d'Oise, l'Entente Savoie-Saint-Gratien, s'est inclinée en national aux Herbiers 2-1 et voit ses chances de lutter pour la montée en Ligue 2 s'éloigner. Enfin, le Paris Saint-Germain est à 48 heures de son grand rendez-vous de mercredi à Madrid contre le prestigieux Real. Les Parisiens affirment être prêts pour ce choc et la victoire obtenue à Toulouse samedi 1-0 est le meilleur moyen de se lancer à l'assaut de cette forteresse espagnole. Il va s'en passer des choses cette semaine, Florence. On espère qu'elle soit le plus belle possible. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Bruno. Alors aujourd'hui on parle international avec Michel Jonker et Frédéric Anfray, mais aussi avec Karim Bassiri. Sur la semaine dernière, le Dow Jones a lâché moins 5,2%, une chute la plus importante depuis début janvier 2018. Pourtant, il n'y a eu aucune déclaration tonitruante d'un banquier central, mais une certaine crainte inflationniste. Le déficit commercial français atteint 2,7% du PIB, qui s'explique surtout par une hausse de 11 milliards d'euros due aux importations énergétiques françaises liées à la fermeture des centrales nucléaires et à l'augmentation du prix du pétrole. Pour l'INSEE, la conjoncture économique est plutôt favorable aux entreprises françaises. Les exportations de biens ont augmenté de plus 4,5% en 2017, soit 20,3 milliards d'euros. Nous exportons le plus vers l'Italie, l'Espagne, et puis malheureusement avec l'Allemagne, eh bien, ça a chuté de presque moins 3 milliards. Côté Royaume-Uni, l'impact du Brexit n'est pas encore visible car nous sommes en période de transition et de transaction entre l'Union européenne et bien sûr le Royaume-Uni. 3 secteurs ont profité de la croissance des exportations françaises l'an passé, l'automobile, les machines-équipements et l'agroalimentaire. Michel Jonker, êtes-vous d'accord avec tous ces chiffres? Ah oui, je ne peux pas ne pas être d'accord, puisque ce sont des chiffres officiels. Je ferai remarquer que nous avons un déficit abyssal de 63 milliards d'euros, mais nous avons un excédent avec l'Angleterre, avec le Royaume-Uni. Et plus l'économie ira bien en France, et plus notre déficit commercial empirera.
pour une raison bien simple, c'est que quand l'économie va bien, on investit beaucoup. Et on investit beaucoup pour faire que l'économie aille bien, et on investit en important des machines. Parce qu'en France, nous n'avons plus beaucoup d'entreprises qui fabriquent des machines. On importe pour se développer en France. Donc la seule solution, parce qu'il y a une solution, on n'est pas là pour être triste, la seule solution, c'est qu'il y ait plus d'exportateurs. Nous avons un problème en France, c'est qu'il y a très peu d'exportateurs par rapport à l'Italie, par rapport à l'Allemagne. Nous avons moins de 4% des entreprises qui exportent en France. Il y a 124 000 exportateurs. En Italie, il y en a 250 000. En Allemagne, il y en a 360 000. Nous avons 63 milliards d'euros de déficit. Les Italiens ont 30 ou 40 milliards d'euros d'excédent. Et on parle des Allemands qui en ont 260 milliards d'euros d'excédent. Donc il y a bien un problème en France de manque d'exportateurs. Nous devons développer et sensibiliser les entreprises non exportatrices à exporter. Et les sensibiliser pour une raison bien simple. S'il y avait 100 000 nouveaux exportateurs, pour arriver simplement au niveau italien, de 225 000, 230 000 exportateurs, si chaque exportateur des 100 000 nouveaux exportait 1 million d'euros, ce qui est la moyenne de ce que font les TPE et PME en France, ils exportent en moyenne 1 million d'euros, eh bien ça ferait 100 milliards d'euros d'exportation supplémentaire. Alors quand on exporte, en général, on importe aussi une partie. Mettons qu'on importe 35%, les 100 milliards moins 35 milliards, ça ferait 65 milliards d'excédent marginal, et ça éliminerait complètement le déficit commercial. Et en plus, alors là c'est le côté, la cerise sur le gâteau, comme tous les 100 000 euros de chiffre d'affaires créent un emploi, oui, il suffit de diviser le PIB français par le nombre de salariés non fonctionnaires, 2300 milliards divisé par 23 millions de salariés, ça fait 100 000 euros par personne. Donc si vous avez 100 000 euros par personne et vous avez 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, vous avez 1 million d'emplois nouveaux. Donc non seulement vous résorbez le déficit abyssal français, mais en plus vous créez 1 million d'euros. Donc l'idée c'est sensibilisons les entreprises non exportatrices qui sont 97% des entreprises à exporter. Alors, est-ce qu'on a identifié les secteurs parce que je parlais donc de l'automobile, des machines et équipements et de l'agroalimentaire. Est-ce qu'on a identifié d'autres secteurs qui pourraient exporter Non, tous les secteurs, on peut tout exporter. On peut tout exporter. Tout produit est exportable, innovant ou banal, à partir du moment où c'est un produit de qualité, évidemment. Et à partir du moment où l'entrepreneur a la volonté de se développer, et à partir du moment où il y a de l'innovation commerciale. Il y a des produits le plus banal possible qui font le succès mondial de leur entreprise. Regardez par exemple le hamburger, ça fait McDo, c'est pas le produit qui fait le succès, c'est l'innovation hors produit, c'est l'innovation logistique, c'est l'innovation commerciale. Regardez par exemple, je citerai un carré de soie qui vaut 3 francs 4 sous, mettons 10 euros. Quand c'est signé une grande marque bien connue, ça vaut 300 euros. Quand c'est signé mon nom, ça vaut 3 francs 4 sous, plus ou moins un sou, jusqu'à ce que j'ai fait l'innovation commerciale pour faire de la marque. Et puis le produit le moins cher, le plus banal au monde, ben c'est l'eau. Vous allez en Chine, il y a des sources d'eau partout, et les supermarchés sont remplis d'eau des viandes qui viennent de France. Donc c'est pas le produit, c'est l'innovation commerciale, c'est la façon de vendre. Donc tout produit innovant ou banal mais de qualité est exportable. Il faut simplement avoir un certain nombre de choses à faire. Et la France est un des pays qui aide le plus ses exportateurs étrangement, avec l'équipe de France de l'export qu'on appelle maintenant la Team France. Non seulement de façon étatique, mais aussi beaucoup d'organismes privés comme les opérateurs spécialisés dans le commerce international. Donc la France et les exportateurs sont aidés. Il faut simplement que les entrepreneurs aient envie de le faire. Alors parlez-nous un petit peu plus des aides. Justement, vous venez de citer plusieurs associations ou systèmes ou programmes pour aider à l'export. Comment un chef d'entreprise qui est tout seul dans son coin peut y avoir accès? Alors d'abord, c'est gratuit la plupart du temps, sauf que de temps en temps, il faut payer. Mais enfin, les premiers, le plus gratuit possible, c'est ce que je représente aussi. Vous avez dit que j'étais le président du comité vaudois des conseillers du commerce extérieur de la France. Qui sommes-nous, les conseillers du commerce extérieur de la France? Nous sommes des entrepreneurs ayant une forte connaissance de l'international et qui acceptons de donner bénévolement un peu de notre temps pour aider d'autres entreprises à se développer à l'international. Voilà, nous sommes 4000 dans le monde, 2500 à l'étranger, dans 145 pays. En général, à l'extérieur, sont les directeurs de filiales de groupes français ou des entrepreneurs qui sont installés dans le pays et qui acceptent de servir de relais à nos actions françaises. En France, nous sommes 1500.
organisés par comité. Et quelles sont nos missions, en fait? La première mission, c'est d'abord le conseil au pouvoir public. Par exemple, leur dire, sensibiliser 100 000 nouveaux exportateurs, faites un plan média, c'est ce que je suis en train de faire. Ça, c'est du conseil au pouvoir public. Mais la deuxième chose, c'est l'appui aux entreprises. Et l'appui aux entreprises, nous avons tous la connaissance de plusieurs produits, dans plusieurs marchés, dans plusieurs cultures. Nous avons notre carnet d'adresses, le nôtre, celui des 145 pays, les 4000 dans les 145 pays, puis nous avons l'entrepreneur pour l'entrepreneur. Nous sommes là pour aider les entreprises et on les met en contact avec les autres organismes du commerce extérieur. Alors, qui sont-ils, les autres? Les autres, il y a d'abord les chambres de commerce. Les chambres de commerce sont là pour aider l'entrepreneur du début à la fin de sa route vers l'international et donc le soutenir, d'autant plus que les chambres de commerce ont un réseau mondial aussi. Nous avons ensuite Business France, le fameux Business France, qui sont en fait les représentations commerciales de la France à l'étranger, et qui sont aussi d'ailleurs en France, et qui servent à quoi? À faire des études de marché, à donner des contacts, qui servent à aussi organiser des salons à l'international, parce que la meilleure façon d'aller chercher des clients, c'est que le client vienne à soi, dans des salons spécialisés où l'entrepreneur pourra exposer. Et puis ça sert aussi à gérer les VIE. Je ne sais pas si vous savez, les VIE, c'est les volontaires internationaux en entreprise, qui sont des diplômés et qui de 26 à 28 ans peuvent travailler dans les entreprises à un salaire non chargé pour entrepreneurs et qui permet justement à l'entreprise qui n'a pas beaucoup d'argent d'utiliser un VIE dans un pays pour voir si ça se passe bien et s'il se développe bien. Ça permet aussi de voir si le VIE est une bonne personne et de l'embaucher dans 75% des cas. Ça, c'est Business France. Hein. Les contacts, les études de marché, les salons et les VIE. Et puis, vous avez l'argent, la BPI France. BPI France, qui est la banque d'investissement qui permet aux entrepreneurs qui n'ont pas d'argent pour aller dans un pays. Par exemple, pour aller en Russie, on a besoin de 250 000 euros sur 2 ans pour se développer. Eh bien, ils vous avancent 50%, 60% de ce dont vous avez besoin et que vous remboursez que si vous réussissez dans le pays. Et puis, vous avez les douanes. Les douanes vous donnent toutes les informations possibles pour que vous puissiez exporter au niveau des tarifs douaniers, au niveau des informations sur tel ou tel produit. Et puis, vous avez la directe, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ils visitent des entreprises en continu. Et quand une entreprise a la possibilité, selon eux, d'exporter, nous donne à nous, conseillers commerciaux, l'information et nous allons le prendre en charge. Voilà, ça s'appelle l'équipe de France de l'export, qui s'appelle la Team France, Chambre de commerce, Business France, BPI, Douane Directe et conseillers commerciaux de la France. C'est un ensemble qui est tout à fait spécial en France, qui a dans nul autre pareil au monde. Et puis il y a aussi toute la partie privée. Il y a évidemment les banques. Il y a le MEDEF international qui font des relations très étroites avec les... Et puis il y a les OSI, opérateurs spécialisés en commerce international dans un ou plusieurs pays, qui peuvent vous aider aussi. Voilà, donc il n'y a aucun problème. Et nous, conseillers commerciaux de la France, CCF, dans toute l'Île-de-France, nous sommes 500 en Île-de-France, nous pouvons diriger nos exportateurs et surtout sensibiliser les exportateurs à se développer pour assurer leur croissance. Voilà. Alors, est-ce que quand on est une TPE, on n'a pas peur finalement de s'adresser voilà, à alors, des grosses institutions? Voilà. Alors, souvent TPE ou PME, on dit pourquoi les entreprises, pourquoi il n'y a pas assez d'exportateurs en France? Mais je crois que, comme vous disiez, en fait, ça leur fait peur. On leur dit pour exporter, il faut un produit en innovation de rupture technologique. C'est pas vrai, parce que la preuve, je vous ai expliqué 2 ou 3 produits. On leur dit aussi qu'il faut avoir la taille critique. Et justement, ce n'est pas vrai. Dans les 124 000 exportateurs, il y a 83 000 TPE et il y a 30 000 PME. Donc, quelle que soit la taille, évidemment, il faut une organisation adaptée et il faut aussi le produit de qualité et puis il faut aussi l'innovation commerciale et puis il faut aller chercher les clients dans les salons. Mais tout ça, c'est possible et on peut aider. Donc, quelle que soit la taille, quel que soit le produit, mais de qualité, quelle que soit la taille, mais bien organisé, et puis aller chercher les clients où? Par les salons, par l'équipe de France de l'export. Donc, entrepreneurs, je dirais, TPE, n'ayez pas peur, quelle que soit votre taille, quel que soit votre produit, on est là pour vous aider, vous nous contactez, conseiller commercial de la France, vous nous contactez, et on va vous aider. Actuellement, en Val d'Oise, nous suivons une 60aine d'entreprises,
Mais si nous voulons avoir 100 000 nouveaux exportateurs en France, il en faut 30 000 en Ile-de-France et quelques milliers en Val d'Oise. Donc il va falloir aller les chercher, ces 30 000 entreprises. Michel Jonker, on fait une pause tout de suite. Et puis on revient avec vous parce que c'est passionnant. On va voir après comment exporter. Ça va? Très bien. Et par contre, alors, après, on continue donc sur, bien sûr, l'exportation. Oui. Je vais leur dire pourquoi il faut exporter. Donc 30 000 entreprises à aller chercher en Ile-de-France. Qu'est-ce que tu me poses la question? Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise exportée finalement? Pourquoi ils ne resteraient pas sur l'Europe? C'est surtout le fait, je pense, que quand on est TPE, quand on est TPE, il n'y a pas de problème. Ça fait peur hein, parce qu'on se dit pendant que je suis là-bas, je ne suis pas ici. Voilà. J'ai même des entreprises qui démarrent à 100% l'exportation. Ah oui. Produit une grande banalité. Tu as des exemples? En partenaire local. Ah oui. Faut trouver. Est-ce que, est-ce que si on s'adresse au commerce, au conseiller du commerce, ils peuvent nous représenter sans qu'on y aille nous, par exemple? Est-ce qu'une TPE peut confier son dossier à quelqu'un d'autre et pas se déplacer tout de suite? Un VIE. Est-ce que c'est possible? Non. Si on ne peut pas avoir les deux pieds en même temps, il faut trouver un partenaire. En trouvant un partenaire dans les salons. Je vous expliquerai comment on fait. Voilà. Il faut un partenaire. C'est un partenaire local, vous faites rien. Ok. Un partenaire avec qui on s'entend bien. Voilà, ben c'est ça on va continuer là-dessus et après tu nous diras qu'est-ce que ça peut exporter. Voilà. Non mais il y a le temps. Il y a le temps là, c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, non. On reprend, ça fait combien de temps là? Là, il reste encore 1 minute 30. Non, nous on passe qu'1 minute 30 de musique parce qu'on n'a pas le temps en fait. C'est juste une pause respiratoire, une pause musicale. Bon, attends, je vais couper au meilleur moment dans ces cas-là. Oui. Attention, on reprend. Voilà, vous avez entendu pour notre pause respiratoire musicale, c'était Orelsan. Et oui, les victoires de la musique ont eu lieu la semaine dernière. Plusieurs interprètes ont été... C'était MC Solar, qu'est-ce que je dis moi? C'était Exasaute d'MC Solar. Plusieurs personnalités ont été récompensées. MC Solar, Orelsan, Juliette Armanet, et c'est notre programmation du jour côté musique. Alors nous parlions exportation, nous sommes avec Michel Jonker et Frédéric Anfray. Alors Michel Jonker, nous étions en train de voir comment une TPE peut exporter, parce que on disait ça fait peur, on peut pas être, en plus quand on est TPE, souvent on est 3-4 dans l'entreprise, donc on peut pas avoir deux pieds, c'est-à-dire un pied en France pour se développer et puis un pied à l'étranger. Comment fait-on? Il n'y a pas d'exportation possible dans un pays s'il n'y a pas un partenaire sérieux dans le pays. Comment trouver le partenaire en question? Eh bien, comme je dis et je le répète, faire des salons spécialisés, pas les salons généraux sur la France, salons spécialisés dans son domaine et exposés dans le hall ou dans la halle de son produit. À ce moment-là, en 4 jours, vous avez 45 personnes qui viennent vous voir. Et qui sont les gens qui viennent vous voir dans un salon? Des gens qui sont intéressés pour représenter votre produit dans le pays. Et donc, et d'ailleurs, il y a des pays comme l'Allemagne où quand vous cherchez un partenaire, c'est pas uniquement pour l'Allemagne, parce que dans les salons allemands, le monde entier vient visiter ce salon-là. Donc, vous pouvez trouver des partenaires pour tel ou tel autre pays. Et lors d'un salon, vous pouvez trouver plusieurs partenaires pour plusieurs pays. Et donc, voilà, vous exposez dans un salon, au début, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez 9 mètres carrés, vous avez une table, 4 chaises, en fonction du pays, vous avez une interprète qui parle la langue du pays, le français, si vous ne savez pas parler anglais, parce que là encore, il y a des interprètes partout, il ne faut pas dire, mon Dieu, je n'exporte pas parce que je ne sais pas parler les langues. Et donc, les 2 premiers jours du salon, en posant les bonnes questions à ceux qui viennent vous voir, vous connaissez 80% de l'état du marché de votre produit. Et ensuite, parmi les 45 personnes, en moyenne, j'ai fait ça sur 15 ans, j'ai exporté dans 65 pays. Et donc, vous trouvez le partenaire qui vous plaît, l'agent, le distributeur. Voilà. Et donc, après, il faut suivre.
Il faut suivre derrière, et donc quand la TPE n'a pas tellement le temps de suivre, ben on utilise un étudiant en BTS de commerce international en alternance qui vous organise un peu ce que vous trouvez dans le pays. Bon, ça c'est avoir un partenaire, c'est essentiel. Il faut que la TPE se rende compte, TPE ou PME ou n'importe qui n'exporte pas, que les entreprises qui exportent ont en moyenne une croissance 2 fois supérieure à celles qui ne le font pas. Et ont une rentabilité supérieure, puisque l'augmentation de volume diminue la proportion de frais fixes unitaires. Et aussi, les entreprises qui exportent sont plus innovantes que celles qui n'exportent pas parce qu'elles le sont au début. C'est parce que, voyant des innovations à l'étranger, avant qu'elles viennent vous manger votre produit en France, ça leur permet d'avoir des idées, et les innovations vues à l'étranger avec ses propres centres d'innovation permet d'avoir une innovation supplémentaire qui permet d'être meilleur en France et meilleur dans les autres pays. Et puis surtout, quand vous avez une croissance, vous développez et vous pouvez donner des carrières plus intéressantes à votre personnel et vous gardez votre personnel compétent et vous en attirez d'autres. Donc tout ça fait qu'une TPE qui veut exporter qui exporte deviendra rapidement une PME et de PME une ETI. Pour passer d'une TPE à une PME, en France, une TPE c'est 0 à 10 personnes, PME c'est de 11 à 250 personnes, il faut à peu près 10 ans. Mais les TPE qui exportent peuvent arriver à être PME très très rapidement. J'ai plein de cas d'entreprises qui démarrent même directement à l'exportation. On a le cas en Val d'Oise d'une entreprise Beka International qui a décidé de démarrer une entreprise pour vendre du poisson en Ouzbékistan. La personne avait comme partenaire son frère de l'Ouzbékistan qui lui a dit, écoutez, il n'y a pas de poisson en Tachkent, les gens voudraient manger du poisson en Tachkent. Eh bien, ils se sont mis à faire une entreprise et ils exportent tous les jours par avion du poisson en Tachkent. Ils exportent quoi? Ils exportent la France. La France est connue dans le monde entier. La première innovation commerciale, c'est exporter la France, sans arrogance, mais voilà. Et donc, les TPE, avec un bon partenaire, un ou deux dans différents pays, un bon partenaire arrive à se développer et non pas, comme vous dites, un pied en France et un pied à l'étranger sans savoir. Non, parce qu'ils ont une équipe internationale du fait dans le pays. Voilà, donc quelques règles d'or. Vous venez de citer quelques règles d'or. Voilà donc, les règles d'or. 30 000 entreprises sont appelées à exporter en Île-de-France qui ne le font pas actuellement. C'est énorme. Le chiffre, il y a du potentiel. Voilà, vous avez 30 000 entreprises qui exportent en Île-de-France sur 900 000 entreprises au total en Île-de-France. Donc il en faut des 30 000 de plus, ce qui correspond d'ailleurs à 100 000 en France. Alors, donc la règle d'or, avoir un partenaire, avoir un produit de qualité, avoir l'envie de se développer et surtout ne pas avoir peur de sa taille, parce que c'est par la taille. On dit les Allemands exportent parce que les entreprises sont plus grosses que les entreprises françaises. Je dis c'est pas vrai. Les entreprises exportent en Allemagne, elles sont devenues importantes parce qu'elles ont exporté. C'est pas parce qu'elles exportent parce qu'elles sont grosses, c'est parce qu'elles sont devenues importantes en exportant. C'est ce que nous devrions faire. Les Allemands disent aussi une chose intéressante. Vous savez pourquoi on réussit en Allemagne? Parce que 360 000 euros, entreprises qui exportent contre 124 000 en France, les Allemands n'ont pas 250 000 entreprises plus innovantes que les Françaises. Ils disent nous perfectionnons le banal. Perfectionner le banal, ça veut dire s'adapter au marché, et quel que soit le produit, s'adapter au marché étranger, et souvent d'ailleurs fait apparaître innovant à l'extérieur un produit banal dans son pays. Regardez la coutellerie scandinave, c'est design, c'est merveilleux, on achète. Ben, les Scandinaves utilisent ça chez eux tous les jours. Ils ont fait apparaître innovant à l'extérieur un produit banal chez eux. C'est ça l'art de l'exportation. Et la première innovation commerciale, encore une fois, et je le redis, c'est vendre la France. C'est l'amour du client. Merci Michel Jonker, on est sur IDFM, quelques règles d'or pour exporter. On recherche donc 30 000 entreprises et vous disiez même que quelquefois vous allez carrément taper à la porte de certaines entreprises pour leur dire allez, il faut exporter. Parce que vous avez repéré des pépites. C'est ça, on est aidé, finalement. Je dois dire qu'on est aidé par la Directe. Je parlais de la Directe qui est une institution qui est connue pour autre chose que l'exportation, hein, parce que le travail, l'emploi, l'inspecteur du travail. Non, la Directe a une partie internationale et donc il y a des conseillers qui vont visiter les entreprises et en visitant les entreprises nous téléphonent en disant vous conseiller commercial de la France, aidez cette entreprise. C'est le cas de Frédéric Anfray
qui est à côté de moi, Frédéric Anfray, je l'ai connu comment? Monsieur Y qui m'a dit, tiens, voilà, cette entreprise pourrait se développer, allez la voir. Je suis allé la voir, et puis je suis allé voir Frédéric Anfray, je l'ai connu, et nous avons fait affaire ensemble, dans la mesure où il avait vraiment envie de se développer, et je lui proposais ce que j'appelle Stratexio, c'est-à-dire l'organisme de formation organisé par le MEDEF. Il va peut-être dire un peu ce Il va justement, on va lui passer la parole tout de suite, Frédéric Anfray. Donc, vous distribuez, vous fabriquez des produits de désenfumage et de sécurité contre l'incendie. Alors, comment avez-vous fait pour justement vous développer à l'international? Vous avez commencé par l'Europe. Alors, en fait, déjà, l'entreprise a eu 30 ans, elle date de 86, donc elle a eu 30 ans en 2016. On a une part de marché importante en France, et donc on avait des difficultés pour accroître ces parts de marché. Donc, en septembre 2016, on s'est posé la question comment développer l'entreprise. L'export est venu assez naturellement, notamment par notre responsable normatif. On a une personne du bureau d'études qui fait partie des comités AFNOR et des comités de normalisation européenne et qui était volontaire pour qu'on se développe à l'export. Aussitôt se pose une question assez simple, c'est par quoi on commence? Par quel pays? Donc là, pour le coup, vous, c'est un salarié de l'entreprise qui est venu vous voir en vous disant... C'était aussi une démarche que je voulais mettre, mais il se trouve qu'un proche collaborateur était très intéressé par ça. Ça fait 2 ans auparavant qu'on avait mis en place dans l'entreprise des cours de formation en anglais pour pouvoir aller sur l'étranger, parce que c'est quand même aussi un préalable. Et donc, on a essayé de se poser la question comment on allait faire. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a été visiter des salons étrangers pour regarder quels étaient les produits proposés. Donc, vraiment visiteurs. Alors, évidemment, c'est un budget, il faut quand même l'avion, l'hôtel et autres, mais c'était vraiment en visiteur. Donc, voir la concurrence qui existait là-bas dans le pays que vous aviez ciblé. Pas que la concurrence, c'est voir aussi quels sont, pays par pays, la partie de nos gammes qui sont exportables dans tel pays, et c'est pas forcément la même chose. Oui, sans avoir à faire beaucoup de modifications industrielles. Sachant qu'on est dans des produits de normes et aussi d'usage de produits de bâtiment, donc les usages et les réglementations ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. On s'est aperçu par exemple qu'en Angleterre, nos produits n'étaient pas adaptés. Et une fois qu'on a fait 3 salons, on avait un salon à Casablanca qui était un gros salon de bâtiment international, donc on est allé en visiteur fin d'année. Alors Casablanca, parce que c'est pas cher, l'avion est pas cher, on a tous fait ça un peu en low cost. Et en fin d'année, on a fait le point. Et en même temps, on a la Direct qui nous a contactés et qui nous a fait rencontrer Michel Jonker avec le programme Stratexio. Alors nous, on était vraiment, au départ, on était dans une phase d'initiation de l'export. On en a toujours fait un peu, mais je dirais que c'était de l'export par opportunisme. Le client étranger qui nous commande un produit, mais il n'y avait pas une vraie démarche export. Et ça, c'est quelque chose de compliqué parce que c'est vraiment un apprentissage total. Donc là, avec Stratexio, qui est un programme payant, mais où on s'y retrouve assez facilement, on a des groupes de chefs d'entreprise où on échange tous les 2 mois sur des journées complètes avec des experts, et on a des experts qui viennent dans l'entreprise auditer ce qu'on fait et nous suivre pas à pas pour voir d'une année à l'autre qu'est-ce qu'on a mis en place, comment on avance. Donc j'allais dire, il y a une part un petit peu contraignante, mais en même temps c'est un peu la mouche du coche qui nous permet d'avancer. Et on a fait en 2017 3 salons, on a fait Casablanca, Milan et Dakar, 3 salons sur la sécurité, qui étaient des petits salons low cost, à chaque fois c'est des budgets de 4-5 000 euros, tout compris, donc c'est pas très cher. Voyage hôtel inclus, vous voulez dire? Voilà, voyage hôtel inclus, donc on a toujours choisi des choses très pas trop chères, oui. Et en fait le sujet c'était de voir comment ça se passait. Et là on a découvert qu'on avait des parties de concurrents qui pouvaient proposer des produits comme les nôtres, ou tout au moins assimiler, et on s'est dit il y a un marché. Et là, après, à partir de là, on est en train de construire notre offre sur 2018 et d'affiner tout ça et de développer. Alors, j'ai plaisir à dire qu'on a doublé notre chiffre d'affaires export en 2017. Bon, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Comme on partait de pas grand-chose, on fait un peu moins que pas grand-chose, un peu mieux que pas grand-chose, mais voilà, ça reste modeste. C'est un investissement quand même à plusieurs années, parce que bien évidemment, on apprend. J'ai eu une de nos grosses surprises, c'était qu'il a fallu repenser la communication à l'export, parce qu'on s'est aperçu qu'on n'expliquait pas bien nos produits. On s'est aperçu aussi que les demandes des gens sur les stands nous faisaient repenser nos produits, notre démarche. Et en fait, il y a eu un effet ricochet, c'est que le fait d'aller à l'export nous oblige à repenser l'entreprise, y compris en France, sur les produits. C'est-à-dire qu'on n'explique pas aux Français la même chose qu'on explique aux étrangers, ça veut dire? On a l'habitude que nos clients, quand on a créé l'entreprise, on a été obligé d'expliquer les produits parce que c'était des nouvelles normes. Maintenant, c'est acquis, donc les clients nous achètent les produits. On oublie de réexpliquer tous nos produits.
Et puis en même temps, encore une fois, les nouveaux pays, je pense par exemple le Maroc, ils sont en train d'adopter les normes, ils passent directement d'États où il n'y avait pas de normes à d'un seul coup les normes. Et du coup, on a des bons, je dirais, en besoin de produits modernes beaucoup plus forts que dans nos pays où on est habitué à des gammes de produits peut-être plus traditionnelles. Donc ça oblige à être plus moderne, ça oblige à avancer plus vite. Et puis après, au départ, quand on fait la démarche export dans l'entreprise, elle n'est pas comprise, parce qu'on se dit, bon, c'est quand même de l'argent et on ne voit pas le retour tout de suite. Et puis après, il y a le côté un petit peu déplacement à l'étranger, avec tout ce que ça peut poser de sous-jacent. Et puis à un moment donné, au bout d'un an, on a le retour positif avec quand est-ce qu'on embauche quelqu'un, parce qu'on ne s'en sort plus avec les devis qu'on nous demande. Oui. Ce qui est long, c'est que, bien évidemment, il y a la démarche d'approcher des contacts, après il y a la démarche d'avoir des devis, et après il y a la démarche de concrétiser. Que ce soit l'export ou la France, dans une démarche nouvelle commerciale, on n'a jamais de retour immédiat. Il faut 1 an et demi, 2 ans pour avoir le retour. Donc tant qu'on ne commence pas à avoir le retour, c'est pas légitime. Après, ça commence à être. Donc alors, là, on est dans cette deuxième phase. Alors justement, voilà. Financièrement, vous dites qu'il faut entre 1 an et demi à 2 ans pour rentabiliser la démarche. Financièrement, qui vous a aidé Vous avez fait appel à une banque? Comment vous avez fait pour vous aider? On a autofinancé. Vous avez autofinancé. On a autofinancé ça. Bon, Madicop, c'est 13 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pratiquement 60 personnes. Donc voilà, donc c'est des petits budgets qu'on a mis pour voir. Sachant que là, la démarche, c'était vraiment d'apprendre, de s'initier à ça, parce qu'on ne sait pas. En plus, il faut formater les esprits, il faut, par exemple, Milan, le Maroc et Dakar, c'est pas du tout les mêmes états d'esprit au niveau des gens. Donc voilà, faut se reprogrammer, et ça, c'est la multiplicité des expériences. Alors, est-ce que vous avez trouvé des partenaires, comme disait Michel Jonker tout à l'heure, Michel Onfray? Est-ce que vous faites en direct? Non, comment vous avez fait? En fait, on a démarré au 4e trimestre et par hasard, la Directe est venue nous solliciter. Alors, au passage, c'est toujours assez étonnant parce que quand la Directe vous envoie un mail pour venir chez vous et qu'on voit service des douanes et autres, bon, c'est pas forcément rassurant dans un premier temps. Et puis en fait, je ne les connaissais pas sous cette démarche conseil et ils ont mis avec Michel Jonker. Et là, on a dit, ça tombe bien. Un programme de formation, d'accompagnement sur plusieurs années. On est au départ, on ne sait pas ce qu'on doit faire, et là, autant est accompagné. Donc ça, c'est sûr que ça nous a permis de gagner du temps et de formaliser. Et puis les petits groupes de chefs d'entreprise dans lesquels on est, où on se rencontre tous les 2 mois, on échange. Donc là, vous parlez du programme Stratexio, voilà. Où là, vous vous rencontrez avec d'autres chefs d'entreprise. Et chacun... on fait un tour de table et on échange sur ce que chacun fait. Et c'est très riche parce que, bien évidemment, vous avez les expériences. Alors, les erreurs des uns, ça n'empêche pas qu'on puisse commettre les mêmes, mais c'est quand même assez intéressant dans les balbutiements que chacun puisse dire ça, j'ai fait ça, ça marche pas, ça, j'ai fait ça, je me suis loupé. Et on parle très librement de tout ce qu'on réussit, tout ce qu'on rate. Et au démarrage, sur des opérations comme ça, on rate plus de choses qu'on réussit. Hein. Alors, Michel Jonker, tout à l'heure, disait qu'en tant que conseiller du commerce extérieur, il peut représenter vos produits à l'international. Est-ce que vous faites ce genre de contrat, Michel Jonker? Non, nous ne représentons pas les produits à l'international de la personne que nous aidons. Nous ne sommes pas des opérateurs, nous sommes des conseils. Nous mettons en rapport, en relation avec des organismes, justement, des opérateurs spécialisés en commerce international, avec Business France, même avec Frédéric, je l'ai mis en contact avec la BPI France, pour le financement. Et donc, cette formation-là permet justement d'aller chercher les... Alors, il faut dire que Stratexio, c'est une organisation qui a été développée entre le MEDEF et les chambres de commerce. Et donc, on est en train de faire des clubs un peu dans toute la France. La formation est essentielle dans l'international. Et d'ailleurs, les conseillers du commerce de la France, puisqu'on y revient, au-delà de faire des conseillers au pouvoir public, au-delà de faire l'appui aux entreprises, le parrainage, comme je disais, a aussi une mission de formation, mais de formation des étudiants à l'international. Nous allons dans les BTS de commerce international, dans les licences, dans les Master 2 de commerce international, les grandes écoles, et nous donnons des conférences, des interventions de 2 ou 3 heures sur un métier, une culture, un pays. Et ça s'appelle du pré-parrainage, parce que ces étudiants-là, après, quand ils seront dans les entreprises, comme chez Madicop, c'est le Frédéric Onfray, seront prêts à aider l'entreprise à se développer et même à sensibiliser l'entrepreneur à développer l'international. La formation est essentielle. La formation en continu, de toute façon, l'entreprise doit-elle continuellement apprenante. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Donc, c'est pour ça que cette formation est intéressante.
Merci beaucoup Michel Jonker, merci Frédéric Anfray. Quelques petites infos du jour, d'ailleurs, qui concernent le MEDEF, un enjeu cette année, puisque vous allez élire votre prochain président. En poste depuis 2013, Pierre Gattaz n'est pas candidat à sa propre succession. Il a même changé les statuts pour justement ne pas l'être. Voilà, il a même fait changer pour les statuts pour le futur. Et l'élection devra avoir lieu en juillet 2018. Alors plusieurs noms circulent, ceux de Patrick Martin, président du MEDEF Auvergne, celui de Frédéric Motte, président du MEDEF des Hauts-de-France, tous deux plutôt marqués entre guillemets à gauche, contre deux libéraux, Jean-Charles Simon, ancien directeur du MEDEF, et Geoffrey Roux de Bézieux, actuel vice-président du MEDEF, mais aussi, tout dernièrement, au mois de janvier, Alexandre Sobo, président de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Il y a un large éventail de candidats. Voilà, vous avez un large éventail de candidats. Au moment où Emmanuel Macron donne une importance nouvelle aux accords d'entreprise et réduit peut-être un petit peu la négociation d'interprofessionnels, le MEDEF donc est appelé à se renouveler. Alors rappelez-nous un peu les missions du MEDEF. L'émission du MEDEF, c'est d'abord le MEDEF regroupe toute taille d'entreprise de façon interprofessionnelle. Le MEDEF représente quelques 150 000 entreprises, des 9 millions de salariés en France. Donc de la TPE, et la majorité des entreprises du MEDEF sont étrangement, on ne le sait pas, des TPE. Puisque sur 160 000 entreprises, en France, il n'y a que 150 grandes entreprises. Hein, on appelle les fameuses grandes entreprises, le grand patronat, comme on dit, c'est combien? C'est 150 entreprises de plus supérieures à 5 000 personnes. Or, le MEDEF a quelques 150 000 adhérents. Alors, on parle des ETI aussi, des établissements de taille intermédiaire, de 250 à 5 000 personnes. Là, il n'y en a que 4 700 en France, donc on n'est pas à 160 000. En Allemagne, d'ailleurs, il y en a 12 000. 4700 plus 150, ça ne fait pas beaucoup par rapport aux 160 000. Et bien, la majorité, à 98% des adhérents du MEDEF sont des TPE, PME. Et donc, ce que fait le MEDEF, c'est d'abord, au niveau national, influencer le gouvernement et représenter les entreprises vis-à-vis du gouvernement pour faire en sorte que les entreprises gardent leur compétitivité, améliorent leur compétitivité par des lois qui permettent de ne pas trop charger les entreprises de taxes et de fiscalité. Et je crois que le MEDEF a bien réussi, Pierre Gattaz a bien réussi à ce niveau-là. Le CICE est quand même aussi une des demandes du MEDEF. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau national vis-à-vis du gouvernement pour représenter les entreprises. Au niveau local, et puis au MEDEF, il y a 9 pôles, 30 commissions sur tous les sujets possibles d'une économie et des entreprises. Et au niveau local, eh bien, c'est la représentation et c'est l'aide. Par exemple, parlons du MEDEF Val d'Oise, du mouvement d'entreprise de Val d'Oise, du MEDEF Val d'Oise que je préside, que je représente. Mais nous avons une stratégie en 4 piliers. Nous avons la mise en réseau. C'est là où nous avons plus de 400 entreprises adhérentes de toute taille. La TPE a la très grande entreprise dans Val d'Oise. Et donc, le mettons en contact. Et en mettant en contact, souvent, ça crée d'autres entreprises, la grande entreprise qui travaille à la petite pour créer une troisième entreprise. C'est arrivé souvent, ça. Et puis, donc, les mettons en contact, mettons en réseau par des manifestations continues, par des déjeuners, ce qu'on appelle les déjeuners sabliers en Val d'Oise, où chaque mois, nous avons un intervenant qui vient parler sur un sujet d'ordre général, économique, intéressant tout le monde, qui fait venir 70 à 100 personnes lors de ces déjeuners, et les gens se mettent en réseau, parce qu'ils sont intéressés par la personne qui vient, ils se mettent en réseau et à partir du moment ils développent. Le deuxième pilier, mise en réseau, deuxième pilier, c'est mise en contact. Les entrepreneurs ont souvent des besoins de contact. Et pour faire accélérer, nous ne sommes pas là pour, quand les entrepreneurs ont un problème, pour régler le problème d'entrepreneur, mais on est là pour les mettre en contact avec la bonne personne, au bon moment, au bon niveau, des institutionnels, qui va aider l'entrepreneur à accélérer la résolution de son problème. Donc nous sommes connus dans tous et nous désirons l'être parce que nous travaillons beaucoup avec tout le monde, que ce soit les autorités de l'État, les autorités départementales, les maires et les communautés d'agglomération, les autres organisations, associations d'entrepreneurs, que ce soit les finances. Nous sommes connus par tout le monde. Nous mettons en rapport un entrepreneur en problème. Il a son contact qui est ouvert à tout. Et puis nous avons un troisième pilier, qui est les services. L'entrepreneur a besoin de services, surtout les TPE, PME. Par exemple, nous avons une assistance juridique gratuite
surtout dans le domaine du social. Nous faisons des bilans de compétences, nous faisons beaucoup de formations. Nous avons un centre d'apprentissage de 450 élèves, ce qu'ils appellent la FIDA dans le métier du commerce, du CAP à licence, mais aussi nous mettons en contact les entreprises avec les autres, CFA, des chambres de commerce et des autres organismes, parce que nous pouvons les diriger. Nous avons une assistance, une formation continue. L'entreprise doit être continuellement apprenante, donc on a un organisme de formation continue qui permet aux entreprises de développer le métier de l'informatique, de la qualité, de la mise en conformité, des langues, etc. Et le quatrième pilier, c'est ce que j'appelle la participation au bien commun. La participation au bien commun, c'est surtout la formation. On parlait de formation tout à l'heure. Beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas à trouver du personnel, pas parce qu'il n'y a pas de demandeur d'emploi, mais parce que le demandeur d'emploi a souvent un savoir-faire, un diplôme, mais n'a pas le savoir-être adapté, et donc l'entrepreneur n'embauche pas. Et donc ce que nous faisons, nous formons en continu, tous les mois et demi, 15 jeunes d'Argenteuil, 15 jeunes de Gonesse, 15 jeunes de Cergy, 15 jeunes de Sarcelles, à la connaissance de l'entreprise, à son savoir-être, pendant 150 heures, plus 10 jours de stage, et après nous les plaçons en entreprise. Comme ça permet à l'entrepreneur de trouver la bonne personne qui est employable, ça va faire savoir-être, et aux jeunes de 19 à 26 ans aussi de trouver un travail. Et puis, les collaborateurs de demain des entreprises doivent assurer leur développement durable. Les collaborateurs de demain des entreprises, c'est les collégiens d'aujourd'hui. En continuant avec le conseil départemental, nous allons dans 70 collèges par an pour expliquer pendant 3 heures qu'est-ce que l'entreprise, quel est le comportement que doit avoir l'entreprise en préparation à une visite d'entreprise. Donc on fait beaucoup de ces formations-là, vous voyez, mise en réseau, mise en contact, les services et les formations. Voilà ce que fait un MEDEF territorial. Voilà, au-delà de ce que le MEDEF national fait pour assurer la représentation et aussi les lois qui permettent à l'entreprise de se développer dans le monde d'ailleurs. Voilà, donc on a bien compris qu'on soit entrepreneur ou salarié ou même en recherche d'emploi, ne pas hésiter à taper à la porte du MEDEF parce qu'il y a plusieurs services qui peuvent vous intéresser et bien sûr notamment surtout la formation et la mise en réseau. Merci beaucoup Michel Jonker et Frédéric Anfray de nous avoir parlé de l'exportation. Effectivement, c'est un sujet important. Je suis sûre que vous reviendrez au micro nous en parler. On aura plein de choses à dire prochainement, mais tout de suite, c'est l'heure de la start-up. Ok, 8 secondes, on y va. Antenne. Alors aujourd'hui, la start-up du jour, c'est Nextdoor SARL. Karim Bassiri, qu'est-ce que vous proposez ? Alors en fait, c'est une app privée du quartier qui permet de dynamiser la vie locale du quartier en facilitant les échanges entre voisins. L'idée, c'était de créer des communautés en ligne qui reposent sur la vie locale de quartier et qui favorisent les interactions réelles. Une sorte de boîte à outils que vous allez utiliser comme vous le souhaitez et qui se traduit la plupart du temps par une vraie rencontre. C'est très important. Alors, plusieurs propositions, vous dites une boîte à outils. Alors, quels outils ? Absolument. La manière dont ça marche, c'est très simple. En fait, vous vous connectez soit par l'application sur smartphone ou soit par le site internet. Vous renseignez votre véritable identité ainsi que votre véritable adresse. Celle-ci sera vérifiée de 2 manières différentes, soit par le biais de votre numéro de téléphone, soit en recevant tout simplement une carte postale physique avec un code d'invitation unique pour bien s'assurer que vous habitez réellement dans ce quartier. Et en fait, vous allez y chercher tout simplement une babysitter, vous allez emprunter une perceuse, obtenir un renseignement. C'est tout ce que c'est difficile, par exemple, de taper à la porte d'un voisin lorsqu'on ne le connaît pas ou très mal. D'ailleurs, selon un sondage IFOP, on sait que la moyenne nationale dit que 17% des Français ne connaissent pas un seul de leurs voisins par leur prénom. À Paris, c'est encore pire puisqu'il s'agit de près d'un quart des Français. En tout cas, un quart des Parisiens. Donc c'est un chiffre assez important. Et en fait, on va y trouver donc différentes choses. Également, en fait, la possibilité, par exemple, de créer des événements sociaux et des interactions sociales. Par exemple, il y a des choses. Moi, je suis résident de Levallois, et en fait, j'ai envie de créer, par exemple, un groupe de course à pied et rencontrer par ce biais justement différentes personnes qui habitent dans le même quartier. Donc, je vais poster un message pour dire voilà, je cherche des personnes qui seraient à même de venir m'accompagner courir
avec un certain niveau par exemple, le soir en semaine ou plutôt le week-end, pour justement passer un moment convivial, faire du sport et en même temps rencontrer de nouvelles personnes. L'autre intérêt aussi, c'est justement par ce biais favoriser en fait le comportement civique et lutter contre l'isolement social. Je vous donne un exemple très concret. Si vous avez par exemple un parent âgé qui vit seul, il y en a beaucoup en France malheureusement, et je vous passe les périodes de canicule, etc. Vous êtes en déplacement professionnel. En fait, l'intérêt, c'est justement de puiser en fait dans ce voisinage pour demander si quelqu'un est disponible pour venir rendre visite à son parent. Le week-end, par exemple, s'assurer qu'il n'a pas besoin d'eau, etc. Et c'est également l'opportunité en fait pour chaque voisin, peut-être ceux qui le souhaitent, en tout cas, ou ceux qui sont vraiment passionnés, de venir contribuer sur un projet civique, ou en tout cas débattre des projets de la mairie ensemble, pour essayer vraiment de construire et de dynamiser, encore une fois, la vie locale du quartier. Alors, donc on a bien compris que ça s'appelle Nextdoor, on tape sur Internet Nextdoor, Exactement. et ensuite on ouvre ce dont on a besoin, mais d'abord, le plus important, c'est la sécurité, Oui. c'est-à-dire de bien valider son identité. Donc on ne peut pas se servir du site tant qu'on n'a pas reçu cette carte avec le code, comme vous disiez, et ensuite il faut valider son adhésion avec ce code, c'est ça? Tout à fait. Alors c'est une excellente remarque et c'est une très bonne question. Effectivement, en fait, donc la manière dont ça marche, c'est que c'est privé et sécurisé. C'est-à-dire que non seulement on utilise sa véritable identité, on ne trouvera pas par exemple dans le DAC 36, mais également on confirme et on doit vérifier son adresse pour justement prouver qu'on habite bien à telle adresse. Et ça fait que ça crée un environnement justement de confiance qui va répliquer une vraie rencontre que vous auriez en bas de chez vous ou tout simplement à la boulangerie du coin. Alors, donc là, les services, on a compris, quel est votre modèle économique? Alors, le modèle économique, pour l'instant, il n'y en a pas en Europe. En fait, la société existe depuis un peu plus de 6 ans et demi aux États-Unis. Donc, elle est présente maintenant en Europe, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, et elle vient tout juste d'arriver en France. Donc, aux États-Unis, ça fait près d'1 an qu'ils sont en train de tester différents modèles. Elle veut prendre son temps, parce que l'ambition, c'est justement de pouvoir connecter les commerces locaux avec les résidents de quartier. Et donc, tous les modèles économiques qui seront proposés par la suite seront toujours, en tout cas, iront toujours dans ce sens, à savoir favoriser en fait l'économie de ces petits commerces qui ont peut-être moins de visibilité que des commerces plus gros qui ont des sites internet, et justement les mettre en relation avec les résidents du quartier. C'est très important. Et donc ça arrivera en France, mais bien plus tard. Merci beaucoup Karim Bassiri. D'ailleurs, ça me fait penser à une info que je voulais vous donner aujourd'hui. Savez-vous ce qu'est un millénial? Eh bien voilà, c'est la génération de personnes, c'est un nouveau mot qui apparaît dans les journaux, peut-être que vous l'avez vu récemment. Ça veut dire la génération de personnes hyper connectées qui a entre 18 et 34 ans. En France, on compte 16 millions de millénials, le monde 2,3 milliards. Cette génération représenterait 75% des actifs en 2030, donc les futurs consommateurs, ce qu'on appelle ceux qui vont avoir du pouvoir d'achat. Les comportements communs des millennials ont été analysés par de nombreuses études et ils révèlent en réalité qu'ils ont davantage un état d'esprit et qu'ils priment des valeurs comme l'éthique et la technologie. Leur paradoxe, ce sont des boulimiques du digital, un smartphone greffé à la main. Ils rêvent aussi de déconnexion totale en pleine nature et leurs idoles seraient plutôt Steve Jobs et Bill Gates, deux entrepreneurs qui ont changé les usages avec l'idéal soumis à débat, l'objectif améliorer la société. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement ces personnes-là, les millennials, s'exposent sur les réseaux sociaux, mais bien sûr, ils communiquent via les applis de messagerie comme Facebook Messenger, Snapchat et WhatsApp. Ils désertent la télévision traditionnelle et bloquent souvent les publicités en ligne. Mais surtout, ils veulent consommer différemment, qu'il s'agisse d'alimentation ou de produits ou de services. Donc vous imaginez des problèmes inédits pour les marques pour se renouveler. Et pour eux, les magasins vont être de bien plus simples que des lieux de vente. Ils espèrent que les magasins vont devenir des lieux d'expérience qui permettent de vivre des expériences ludiques, sensorielles, surprenantes, à 61%, c'est ce qu'ils disent. Avoir des espaces de détente, toujours dans les magasins, mais aussi des activités de loisirs complémentaires à l'activité du magasin. Donc voilà une révolution peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Jonker?
Donc, je trouve que c'est une excellente chose. Toutes les révolutions sont une bonne chose parce que ça permet d'avoir des idées nouvelles. Donc, être innovant, c'est créer toujours. C'est comme dirait Schumpeter, cher à Luc Ferry, Schumpeter qui disait il faut tuer l'innovation pour créer d'autres innovations pour permettre de se développer. C'est pareil dans l'état d'esprit des jeunes. C'est en continu les idées nouvelles. Et je trouve que c'est une excellente chose pour essayer de faire en sorte qu'on ne s'ennuie jamais, que le monde est heureux à vivre, parce que si on n'innove pas en continu, le monde s'ennuie. En s'ennuyant, eh bien, ça peut créer des révolutions. N'oublions pas qu'en 1968, eh bien, le chômage était à près à 0%. Et les jeunes se sont révoltés. Ils en avaient marre que c'était trop facile. Merci beaucoup Michel Jonker, merci à vous tous pour votre présence en studio aujourd'hui. On vous souhaite une très belle journée et on vous retrouve dès demain matin avec Daniel Fargeot, maire d'Andilly, et Guillaume Vuittel, le député du Val d'Oise. Bonne journée. On va recouper avec le générique du coup. Bah oui, faut lancer le générique. Quel député? Guillaume Vuittel. Actuellement, je reçois ce tâche. Aurélien, il vient en mars. Il vient là, dans 11 heures, il chez moi. vient en mars à l'antenne. D'accord. Ok, ça va aller? Parfait.